CNPS et son portail e.cnps.ci et Activa Assurance, passionnément client, vous offre RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire dédié aux banques, aux assurances, aux finances et à l'argent. Et avec moi, notre team de chroniqueurs, avec d'abord Soraya qui nous trouve des bons plans chaque semaine. Et ce soir, qu'est-ce que vous nous réservez? Alors Justine, aujourd'hui nous allons parler de la bataille des frais dans le mobile money. On y reviendra. Christelle, quant à vous, vous nous emmenez en immersion dans une institution de microfinance, c'est bien cela? C'est bien ça, Justine. Pour cette semaine, focus sur le métier de chargé de clientèle. Ce sera pour tout à l'heure. Et quant à vous, Landry, le monsieur chiffre de cette émission, qui nous instruit chaque semaine avec un chiffre de l'économie. Ce soir, vous avez décidé de nous parler du capital social d'une des plus grosses entreprises de Côte d'Ivoire. Et oui, je vous embarque à bord d'un navire à la découverte de l'argent du port autonome d'Abidjan, cet établissement public qui a vu son capital social passer à 100 milliards de francs CFA. Merci Landry. RTI Money, c'est aussi le Money Time, notre rubrique qui vous explique le jargon de la finance. Ce soir, on vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur la caution bancaire. Et bien évidemment, en fin d'émission, l'invité cash, Florence Connet, entrepreneur, mais surtout fondatrice du FGA, le Festival des Grillades d'Abidjan. Elle viendra nous entretenir sur les contours, les dessous de ce business qui rapporte gros. Et ça pourrait vous inspirer. Mais avant tout ça, place aux chiffres de la semaine. Alors Landry, vous nous parliez du capital social du port autonome d'Abidjan, mais avant de le découvrir, qu'est-ce que c'est qu'un capital social? Dans la plupart des grandes entreprises, nous avons des associés, on va dire des actionnaires, qui détiennent l'entreprise dès la création, en lui apportant des ressources pour vivre, fonctionner ou même investir. Cette somme apportée constitue le capital social de l'entreprise qui est emmené à augmenter au fil des années. Et donc c'est ce qui s'est passé dans le cas du port autonome d'Abidjan qui a vu son capital augmenter jusqu'à 100 milliards de francs CFA? Tout à fait. Le port autonome d'Abidjan a vu son capital augmenter de 84 milliards de francs CFA par l'État ivoirien, qui est le seul actionnaire du port autonome. Le port voit ainsi son capital passer de 16 à 100 milliards de francs CFA. Pour cette augmentation, l'État ivoirien n'a pas eu besoin d'emprunter de l'argent. Il a simplement puisé dans les réserves du port. Et dans cette réserve-là, le port avait jusqu'à 125,389 milliards de francs CFA. Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce que cette augmentation a été décidée? Écoutez, au cours de ces dernières années, le port autonome a beaucoup investi en termes d'infrastructures, d'équipements, de matériel. On parle d'investissement net d'une somme faramineuse de plus de 720 milliards de francs CFA. Pour une entreprise qui n'avait qu'un capital de 16 milliards de francs CFA, il y avait une anomalie. Donc, il fallait mettre comptablement en adéquation les capitaux propres de l'entreprise au niveau d'investissement, de quoi renforcer la crédibilité et l'attractivité de l'entreprise. C'est très important dans ces milieux financiers-là, quand on sait que la concurrence est rude sur le continent et particulièrement dans la zone ouest africaine. Justement, où se situe le port autonome d'Abidjan dans cette bataille de ports? Les principaux ports ne lésinent pas sur les moyens pour être des références sur le continent africain aussi au niveau du monde. Et la concurrence est rude entre les ports de Lomé au Togo, de Lagos au Nigeria, de Tema au Ghana, de Dakar au Sénégal, et de Cotonou au Bénin. Ces plateformes-là sont devenues des outils stratégiques et des machines à cash pour les opérateurs économiques. En ce qui concerne le port d'Abidjan, lui, il y a eu des travaux de grande envergure avec le lancement en octobre 2020 du deuxième terminal qui permettra, on va dire, de fluidifier le trafic et de le rendre beaucoup plus accessible, et aussi la possibilité d'accueillir des navires de 15 000 conteneurs contre 3 600 actuellement, et faire passer la capacité de traitement de 1 million à 2,5 millions de tonnes par an. Donc il faudra se donner rendez-vous en juillet 2022, si tout va bien, pour la mise en fonction de ce terminal-là. Merci Landry. C'est maintenant l'heure de la deuxième rubrique de cette émission. C'est parti pour le 24 heures avec. Christelle, vous nous emmenez à la découverte de ce qu'on appelle un chargé de clientèle dans l'univers de la microfinance. C'est bien cela? C'est bien ça. Alors, le chargé de clientèle assure la promotion et la vente de produits bancaires. Alors, pour cette semaine, j'ai suivi Élisée Oulaye pour savoir un peu plus sur les dessous de ce métier. 24 heures dans l'univers de chargé de clientèle de microfinance. On regarde. Au cœur d'Abobo,
Élisée Oulaï a rendez-vous ce matin-là chez un des clients les plus prometteurs de son établissement. Comment ça va? Le chargé de clientèle travaille pour une microfinance de la place, l'une de ces institutions qui peut prêter jusqu'à 300 millions de francs CFA aux entrepreneurs. C'est par rapport à la demande que vous avez effectuée. Voilà, c'est juste pour faire une visite d'activité, prendre un peu les chiffres avec vous. Elvie, tu peux m'envoyer les documents sur le stock là? Ok. Voilà. Ça, c'est la situation de ce matin. Responsables d'un portefeuille client, les chargés clientèle de microfinance comme Élisée doivent proposer des solutions de financement adaptées aux besoins des petits et moyens business. Alain Akossi, propriétaire de ce dépôt de vente de boissons, est accompagné par l'établissement depuis 4 ans et vient de solliciter un nouveau crédit de 20 millions. La prochaine étape, c'est d'arriver à faire nos enlèvements directement avec les fournisseurs nationaux et aussi à améliorer notre parc auto pour nous rendre plus performants. Le chargé clientèle de la structure de microfinance, ça nous apporte beaucoup. Ne serait-ce que par leur présence, ça nous fait savoir que nous sommes vraiment en partenariat avec des gens qui nous considèrent, qui nous respectent. Nous aussi, en retour, nous faisons l'effort d'être à la hauteur de leurs demandes. Mais avant d'accorder ce crédit, Élisée doit effectuer ce type de visite dite d'activité. Avant de décaisser l'argent, le chargé clientèle de la microfinance va réunir les informations financières sur le souscripteur, sachant que les emprunteurs qui la sollicitent n'ont pas toujours le suivi comptable réclamé par les grands établissements bancaires. Donc là, présentement, lorsque vous êtes à 4000 casiers, n'est-ce pas? Vous voulez acheter combien de casiers encore supplémentaires? 2000. 2000 casiers. 2000 casiers. Ok, donc là, vous allez... Vous voyez ça en liquide et emballage. Emballage. Moi, en tant que chargé de clientèle, c'est d'apporter un plus, de conseiller mon client. Comment tenir le cahier de recettes, comment déterminer son chiffre d'affaires, ses bénéfices. Nous arrivons à suivre nos clients en pratiquant également l'écoute active. Parce qu'après le financement, il faut suivre le client pour voir est-ce qu'il a réalisé le projet. À quelques centaines de mètres de là, prochain rendez-vous pour Élisée chez une entrepreneur spécialisée dans la vente en gros et détail de la viande porcine. Au niveau du dernier financement que vous avez eu, parce que vous avez fait la demande, c'était pour augmenter votre stock. Voilà. Est-ce que vous avez pu réaliser l'objet du crédit? J'ai ouvert un deuxième magasin. Au nouveau CHU. Voilà. Oui. Proposer des prêts n'est pas le seul rôle du chargé clientèle de microfinance. Il faut aussi s'assurer que le prêt accordé a bien servi à booster le chiffre d'affaires et que les bénéfices de l'activité sont bien investis. On peut aller jeter un coup d'œil. Ok, il n'y a pas de souci. On va partir voir un peu. Ok. Pour son entreprise de viande de porc, Fernand Digbe a emprunté plus de 10 millions de francs CFA sur une période de 7 ans. Avec les bénéfices générés par son business, Fernand s'est lancé dans la construction d'un immeuble commercial pour diversifier son activité. Lorsqu'on finance un client, c'est que le crédit puisse avoir un impact positif sur l'activité du client. Et ça se vérifie à travers les chiffres. On va vérifier avant notre analyse, qu'est-ce que le client faisait comme recette, qu'est-ce que le client avait comme bénéfice. Et après le financement, qu'est-ce que le client réalise comme bénéfice. Au niveau du stock, on va venir constater, on va voir que pendant notre visite d'activité, le client avait un stock de 2 millions. Le client bénéficie d'un crédit de 3 millions et on vient constater que le client a un stock de 5 millions. Là, on voit que le client a utilisé le crédit. Lorsqu'il n'est pas en rendez-vous clientèle, Élisée prépare les dossiers qu'il va présenter devant le comité de crédit. Un comité qui réunit des responsables de la banque qui doivent statuer sur ce prêt. Ce jour-là, il doit présenter la demande d'Alain Akossi, le propriétaire de dépôt à qui il a rendu visite ce matin. Là maintenant, on va évaluer le risque financier. Est-ce que le client travaille pour faire des gains ou le client travaille à perte? On va regarder également la garantie que le client nous propose. Est-ce que la garantie que le client nous propose couvre le montant que le client demande? Par derrière, on va proposer maintenant un montant au client. Oui. Dans le bureau de la directrice d'agence, Élisée vient en fin d'après-midi défendre le dossier de son client. Est-ce que tu peux revenir en fait sur le projet du client, nous présenter le client? Ok, il n'y a pas de souci. Bon, il faut dire que ça fait plus de
on cite que le client avec nous, il a déjà bénéficié de 10 crédits, il a bien remboursé sans impayé. D'accord. Là, c'est une demande de 20 millions. Oui, 20 millions. D'accord. Sur 15 mois. Sur 15 mois. Oui. Aujourd'hui, je voudrais savoir qu'est-ce que le client nous présente comme garantie. Ensemble, ils vont passer en revue l'analyse réalisée par Élysée avant d'accorder ou non le crédit demandé par Alain. Depuis 2020, les 140 dossiers de crédit présentés ici par Élysée se sont vus accorder des prêts pour un montant total d'environ 500 millions de francs CFA. Oui, ça va pour moi. Ok. Donc, 20 millions sur 15 mois, il n'y a pas de souci, on va mettre la décision. Une journée de travail qui se termine avec un nouveau succès pour Élysée devant le comité de crédit. De quoi lui permettre de poursuivre sa mission quotidienne, trouver de l'argent pour ceux qui en ont le plus besoin. Même si ces crédits sont souvent à des taux 2 fois supérieurs à ceux des banques classiques et que les prêts sont limités à un certain montant. Alors c'est une immersion, on l'a vu, en plein dans l'univers de la microfinance. Mais est-ce que le métier ou la profession de chargé de clientèle est propre à cet univers-là? Non, on retrouve le chargé de clientèle en banque, même dans la télécommunication, dans les entreprises de services. La différence se situe au niveau de la cible. Les microfinances sont plus portées sur les petits entrepreneurs, sur les artisans, les commerçants, ceux qui ne pourraient pas avoir accès aux services financiers proposés par les banques classiques. Qui dit emprunter facilement, peut-être rembourser aussi rapidement, on l'a entendu ici, 15 mois pour 20 millions. Oui, mais cet échéancier-là est validé par les deux parties, c'est-à-dire que le client et le chargé de clientèle discutent pour trouver un bon calendrier de sorte à ce que le client soit à mesure de rembourser. Et le fait qu'il soit avec lui dans la gestion, le chargé de clientèle sait quand son client traverse par exemple des moments difficiles et qu'il ne sera peut-être pas à mesure de rembourser ce mois, le chargé de clientèle le sait à l'avance. Donc c'est vraiment pour ça que c'est important d'avoir une très bonne relation avec son chargé de clientèle. Merci Christelle pour cette belle immersion. Merci Justine. Et c'est maintenant l'heure de nos minutes bon filant. C'est parti pour les bons plans de Soraya. Soraya, vous vous êtes intéressée cette semaine à l'épineuse question des frais dans le mobile money. Oui, Justine, vous le savez, les paiements mobiles en Côte d'Ivoire ont considérablement amélioré le quotidien des Ivoiriens. La concurrence arrive et cela à l'avantage des consommateurs. Et quelles sont les nouvelles sur ce front-là? Alors, depuis quelques semaines, nous assistons à une bataille sur les coûts des frais de transfert, notamment à cause de l'arrivée d'un nouveau venu. Un nouveau venu reconnaissable à son emblème, un petit animal sur fond bleu, qui propose 0% de frais au dépôt et au retrait sur son compte personnel et 1% de frais de transaction d'un compte à un autre. C'est pas une stratégie un peu osée, mais est-ce que c'est tenable? Ce nouvel arrivant promet de rester sur ces 1%, mais ce qui est certain, c'est qu'au Sénégal, cette guerre de prix fait rage. Le leader du marché, qui est le même ici, a même dû diviser par 4 le taux des commissions qu'il prélève. Par exemple, pour un transfert de 100 000 francs CFA, les Sénégalais paient désormais 600 francs CFA au lieu de 2600 francs CFA il y a quelque temps. Le leader du marché ici en Côte d'Ivoire est actuellement en promotion. Il propose 0% de frais sur tous les transferts nationaux jusqu'au 14 septembre. Et dans tout ça, le consommateur, est-ce que c'est un bon plan qui s'annonce pour lui? Absolument, Justine. C'est un bon plan parce que la concurrence fait toujours du bien au portefeuille. Elle permet de favoriser l'inclusion financière. Elle permet aux ménages de gagner de l'argent. Et on pourrait même assister dans le futur à la gratuité des frais au niveau des factures d'eau et d'électricité. Espérons. Vous êtes devant RTI Money et vous faites bien car nous avons rendez-vous dans un instant avec notre invitée cash, Florence Connet, fondatrice du Festival des Grillades d'Abidjan. Mais avant, c'est l'heure du Money Time et ce soir, on vous parle de la caution bancaire solidaire dans l'emprunt. Voici les détails. À la base, la banque est l'organisme prêteur par excellence. Malgré ce statut, elle ne prête pas à tout va. Avant de mettre en place un prêt, la banque demande des garanties aux emprunteurs pour se protéger contre le risque de défaut de remboursement. Elle peut soit mettre une hypothèque sur la maison du débiteur ou s'appuyer sur une garantie plus personnelle, à savoir la caution bancaire.
La caution bancaire est d'abord une personne physique ou morale qui se porte garant d'une personne qui contracte un crédit auprès d'une banque ou d'une microfinance. En cas de non-remboursement, ce dernier paiera la dette en lieu et place de celui qui a emprunté. L'expression désigne aussi le contrat, l'acte écrit qui lie la caution, l'emprunteur et la banque. Un seul emprunteur peut avoir plusieurs cautions, appelées dans cette configuration codébiteur ou certificateur de caution. La caution peut aussi à son tour se faire cautionner par une autre caution. Lorsqu'il s'agit d'une personne lambda, un ami, un frère ou un associé, le cautionnement peut être gratuit. C'est une sorte de solidarité. Mais la banque vérifiera au préalable que la personne désignée a les moyens financiers nécessaires pour rembourser le prêt avant de valider le cautionnement. Mais dans le cas d'un organisme financier, une société de cautionnement ou d'une autre banque, le cautionnement se fera en contrepartie d'une rémunération. La somme dépendra de la banque créditrice, du montant emprunté, des échéances et de l'âge du débiteur. Cette forme de caution est très similaire à l'assurance emprunteur où la compagnie d'assurance rembourse la banque en échange d'une cotisation de l'assuré. Le cautionnement bancaire peut être simple ou solidaire. Dans une caution solidaire, la banque s'adresse immédiatement à la caution en cas de défaut de paiement sans avoir forcément recours à l'emprunteur. A l'inverse, dans une caution bancaire simple, l'établissement bancaire devra d'abord chercher à se faire rembourser auprès du bénéficiaire principal avant de se tourner vers la caution. En Côte d'Ivoire, plusieurs groupes bancaires acceptent cette garantie lors de la souscription à un prêt. En fonction de sa politique bancaire, la banque qui accorde le crédit peut exiger à la caution d'avoir un compte logé chez elle. La banque étant un établissement commercial, toutes les lois relatives au cautionnement bancaire en Côte d'Ivoire sont régies selon les prescriptions de l'OHADA, qui est l'organisation chargée de réglementer le droit du commerce dans les 17 pays africains membres. La caution bancaire accorde plus de fiabilité à un emprunteur. Elle rassure également la banque qui a dorénavant plusieurs moyens pour récupérer les fonds prêtés. Mais le cautionnement bancaire n'est pas à prendre à la légère. C'est une énorme responsabilité pour la caution qui peut être poursuivie en justice à la place de l'emprunteur. Il est aussi possible que la caution transfère la dette cautionnée à ses héritiers en cas de décès. Un héritage qui peut s'avérer amer. Notre invitée ce soir est une entrepreneure aguerrie, mais elle est surtout la fondatrice du FGA, le Festival de Grillades d'Abidjan, qui est devenu presque une institution ici à Abidjan. Florence Koné, bonsoir. Bonsoir Justine. Avec vous, on va essayer de comprendre un peu les dessous autour de ce business du barbecue. Mais avant tout, dites-nous combien de personnes est-ce que vous attendez pour cette édition-là? Mais je dois dire que le Festival des Grillades d'Abidjan, il peut accueillir jusqu'à 100 000 personnes. Nous avons démarré la première édition avec juste 3 500 visiteurs. Et les très bonnes années, nous avons accueilli plus de 100 000 personnes. Et cette année, actualité oblige, nous attendons à peu près 50 000 visiteurs. Et combien de stands sont disponibles? Nous avons une vingtaine de stands disponibles, des restaurateurs qui ont été triés sur le volet, les meilleurs dans leur domaine. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment plus d'une centaine de spécialités de grillades qui sont servies aux festivaliers. Depuis 14 ans maintenant, cette institution, j'ai envie de dire, a lieu. Comment est-ce qu'on pense à monter un business pareil? Tout part d'une idée, de créer un événement qui réunisse le maximum de personnes. Et puis derrière, je dois dire, il y a la passion et l'organisation. Passion parce que nous sommes passionnés par tout ce qui concerne la gastronomie africaine, ivoirienne en particulier. Et puis organisation parce que derrière tout ça, il y a une entreprise structurée qui est certifiée ISO 9001 version 2015 depuis 3 ans, donc qui garantit quand même les procédures de travail, qui garantit un minimum de satisfaction client. Et puis je dois dire, nous avons des relations exceptionnelles avec ceux que nous appelons braiseurs. Nous avons un fichier d'à peu près 500 restaurateurs avec lesquels nous travaillons, mais que nous accompagnons dans leur professionnalisation. Et puis cette relation-là est au cœur de notre activité. Comment est-ce qu'on monte financièrement un projet pareil? Et surtout cette année, combien est-ce qu'il a coûté cet événement? Alors, il y a une très grande part des charges qui est supportée par les sponsors, qu'on doit donc bichonner. Et donc, ces sponsors contribuent pour à peu près 40 à 50% des charges du festival. Et puis, nos partenaires, partenaires médias, partenaires techniques, partenaires sécurité également, qui, compte tenu des négociations que nous avons avec eux, des échanges que nous avons avec eux, contribuent également pour une part à peu près
équivalente à 20%, et tout le reste est supporté par le festival lui-même. Donc voilà un peu ça a coûté combien cette année, je vais vous donner une fourchette. En fonction des années, il peut coûter jusqu'à 400 millions. Il y a des années où il coûte 20 millions quand on démarre, par exemple. Et donc, en fonction de l'envergure qu'on donne à l'événement, on peut aller très loin. On peut aller jusqu'à 400, 500 millions. Quand on vous écoute, on a l'impression que le business de la bouche rapporte beaucoup. C'est le cas? A priori, comme ça, je peux dire oui. Certaines bonnes années, les restaurateurs pouvaient gagner 3 semaines à 4 semaines de chiffre d'affaires en 2 jours. C'est déjà quelque chose qui montre l'importance du Festival des Grillades pour eux. C'est toute une économie qui est derrière. C'est vrai que vous voyez les restaurateurs, mais vous avez aussi les artistes que nous soutenons. Vous avez tous les partenaires techniques de logistique, de santé, qui sont des privés. Et après, c'est 1 million de personnes que nous employons en général sur 2 jours, hôtesses, serveuses. C'est toute une économie qui est derrière. Comment est-ce que vous vous faites de l'argent? Est-ce que c'est sur les entrées? Est-ce que c'est sur les stands? D'ailleurs, combien ça coûte et les entrées et les stands? Et tout ce qui est sur un poulet, comment ça marche? L'idéal serait en effet que chaque édition rapporte de l'argent. Alors, ce n'est pas le cas. Il y a des années sans et il y a des années avec. Et donc, les premières éditions, par exemple, elles n'ont pas été rentables du tout. Et vous imaginez que l'édition 2020, due à la Covid, n'a pas du tout été rentable, mais notre objectif n'était pas de nous faire du bénéfice sur cette édition-là, mais de montrer que la reprise était possible à certaines questions. Voilà, de montrer notre résilience. Et donc, nous avons ouvert le festival à 3500 personnes sur 2020. Alors, le ticket d'entrée du Festival des Grillades, il est à 3 000 francs. Mais vous, donc, voilà. Sur ces 3 000 francs-là, vous avez combien? Sur les stands, vous avez combien? Combien il coûte? Combien il faut payer pour avoir un stand est presque gratuit parce que le restaurateur paie à peu près 50 000 francs par jour. Ça fait 100 000 francs pour le chiffre d'affaires que ça génère. Et après, nous n'avons absolument rien sur ce que le restaurateur y fait. Vous faites du social? C'est presque ça. On va dire que c'est comme un sacerdoce. Nous les accompagnons et donc nous créons les conditions voilà, qui soient favorables pour qu'ils fassent leur business, pour qu'ils se développent et tout ça. Comment est-ce qu'on est assuré sur ce type d'événement-là? Comme toute entreprise qui se respecte, nous avons une responsabilité civile qui couvre l'ensemble de nos activités toute l'année et donc qui nous garantit tous les dommages corporels et matériels. Mais vu l'envergure du Festival des Grillades, nous avons depuis quelques années une complémentaire, donc une responsabilité civile vraiment uniquement sur ces 4 ou 5 jours que dure l'événement. On a entendu parler de grippe aviaire, d'Ebola et la Covid qui ne nous lâche pas. Qu'est-ce que vous faites contre tout ça? Ce sont des risques qui sont tous les jours présents, hein, auxquels nous devons nous adapter. Nous devons avoir une certaine flexibilité si nous voulons exister. Mais nous avons adapté notre organisation. Donc, beaucoup de sensibilisation, de distribution de masques qui seront d'ailleurs obligatoires sur le festival. Quand on ne mange pas, il faut avoir son masque, lavage de mains, distribution de gel. Et nous sommes accompagnés aussi bien par le ministère des Ressources animales et halieutiques, mais par la direction de l'hygiène publique du ministère de la Santé, qui a d'ailleurs formé il y a quelques jours nos restaurateurs aux pratiques de bonne hygiène. Florence Connet, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Money. C'est moi qui vous remercie. Cette émission est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans une semaine, mais d'ici là, portez-vous bien. La CNPS et son portail e.cnps.ci et Activa Assurance, passionnément client, vous ont offert RTI Money.